Bonjour à tous, je suis ravi de vous présenter la conférence Minet 2018 qui portera sur les systèmes d'exploitation. Nous avons donc 5 intervenants, on commencera par une courte introduction sur les systèmes d'exploitation par Gaël Thomas. Merci. Alors, comment je fais pour aller sur mes slides, moi ? Et après, je ne sais pas comment on passe en plein écran. Ah, voilà. Comme tous les gens qui aiment les systèmes, hein, je ne n'utilise pas Linux. C'est juste pour le dire. C'est génial. Donc, c'est un vrai plaisir d'introduire cette journée. C'est une super initiative. Hein. Merci à toute l'équipe de Minet d'avoir lancé ces exposés. Donc, on m'a dit de faire l'introduction. Donc, je ne savais pas trop quoi faire. Alors, j'ai hésité à faire un cours de 7 heures avec chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Et finalement, non, parce que j'ai vu que j'avais que 10 minutes, un quart d'heure. Donc, je vais éviter de vous faire un vrai cours didactique, sérieux, tout ça. Donc, on va commencer par le commencement, pour parler des systèmes. Donc, au commencement, vous avez des fils et des transistors. C'est une bonne introduction au système. Voilà le commencement de l'informatique. Là, vous avez un vieux SSEC. C'est des tout premiers ordinateurs d'IBM. Machine fantastique avec une mémoire à 150 nombres, ce qui est pas mal quand même. Hein. Quasiment ce que j'ai dans mon portable aujourd'hui. Et au départ, on a vraiment des fils et des transistors. Donc, on n'a pas de système, on n'a rien. Quand on arrive dans les années 50, pour faire un petit historique, les ordinateurs, ils exécutent des calculs très simples, c'est des calculettes, en gros, capables de faire quelques opérations, un peu plus rapidement qu'un humain, évidemment, mais quelques opérations. Et on a les tout premiers mécanismes systèmes qui apparaissent pour des problèmes de perf, assez simples, qui sont le problème qui est de lancer un programme. C'est long de lancer un programme. Vous imaginez bien que ces machines magiques sont relativement lentes, et le fait de lancer un programme prend beaucoup de temps. Donc il y a eu la toute première idée de système qui a existé, qui était l'idée du programme résident. C'était une idée géniale, ça. Un programme résident, c'est quoi ? C'est un programme qui est tout le temps dans la mémoire, et qui est capable de charger un autre programme, de l'exécuter, puis de nettoyer le programme. C'est l'ancêtre du système, c'est le proto-système, si vous voulez, de l'époque. Donc on voit des choses assez simples à l'époque. On alloue et on libère la mémoire pour lancer des tâches. Ça s'appelle des tâches, ça s'appelle pas autre chose encore. Puis il y a quelques fonctions d'entrée-sortie. On peut quand même accéder à un télétype pour accéder à des données, hein, c'est important. L'apparition des vrais systèmes, tels que nous on les entend, c'est dans les années 60. Donc on a les tout premiers systèmes d'exploitation. Et je vais quand même vous définir ce que moi j'appelle un système. Alors c'est pas ce que moi j'appelle un système en fait, j'ai été très flemmard. J'ai été sur la Wikipédia et j'ai recopié ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé que c'était très 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 bien. Donc qu'est-ce que c'est un système d'exploitation ? C'est un ensemble de programmes qui va gérer le matériel, qui gère les autres programmes et qui offre des services communs. Alors commun étant dans un sens générique, des services utiles. Donc qu'est-ce que c'est un système dans les années 60, quand on commence à vraiment avoir des systèmes, avec Multics en 64 particulièrement, c'est un programme qui est capable de démarrer et arrêter des processus. Ah, j'ai changé de sémantique, hein, je ne parle plus de tâches, je parle de processus. Un processus, c'est une boîte qui représente un programme pendant qu'il s'exécute. Puis qui offre de la communication entre les processus, des primitives qui permettent au processus de communiquer. Puis des fonctions d'accès au matériel, on voit la suite des programmes résidents. Et surtout, à cette époque-là, on voit apparaître l'aspect multi-utilisateur, multiprocess. Ça veut dire que ces machines qui coûtaient horriblement cher, on ne pouvait pas se les payer chacun, on n'avait pas 12 ordinateurs dans notre maison comme aujourd'hui. Un ordinateur servait à plusieurs dizaines de personnes. Et donc, ces dizaines de personnes avaient chacun des terminaux qui connectaient à ce qu'on appelait un mainframe, une grosse machine. Et chaque personne avait des processus à lui qui tournaient sur le mainframe. Donc il fallait être capable de les exécuter en concurrence, chacun les uns à côté des autres. Donc multi-utilisateur, multi-processus, et on a la naissance, l'avènement, en gros, de ce qu'on appelle aujourd'hui les systèmes d'exploitation. Alors c'était super, Multics. Le problème, c'est qu'à cette époque-là, le génie logiciel n'était pas passé, et les étudiants n'avaient pas suivi le module de Denis Conan. Donc ils ont fait une bêtise de base, ils avaient fait une espèce de gros fichier monstrueux, avec des centaines de milliers de lignes de code, pour tout faire d'un coup. Ça offrait tout et n'importe quoi. Le démarrage arrêt de processus, la communication, les fonctions d'accès au matériel, etc., etc., tout au même endroit. C'était totalement immaintenable.
C'est-à-dire qu'on a les premiers vrais problèmes de génie logiciel de l'histoire de l'informatique qui apparaissent à ce moment-là, qui ont donné la branche du génie logiciel aujourd'hui, hein, que vous étudiez. Et globalement, Multics était non maintenable, on ne pouvait pas le porter d'une machine à l'autre. On ne pouvait plus le faire évoluer. Plus personne ne comprenait le code, il était trop gros. C'était inutilisable. Donc ça a été mis à la poubelle. Alors, il a fallu du temps, je crois que la fin de Multics réelle, c'est 2006, j'ai vu, mais enfin, on a fini par le mettre à la poubelle. Et là, on a l'avènement du système, du prototype du système d'aujourd'hui, qui est dans les années 70, où on a l'apparition d'Unix. Donc, qui a été créé par Thomson, Ritchie et Kernighan, qui sont des sortes de messies. C'est grâce à eux qu'on est capable de faire de l'informatique aujourd'hui, quand même. Moi, je trouve que c'est des personnes qui sont importantes, et qui ont créé un système qui s'appelait Unix. Alors, je vais vous expliquer pourquoi ce Unix est tellement génial. Alors, au départ, en 69, ils l'ont écrit en assembleur. Ils l'ont écrit directement dans le langage machine. C'est normal. Il n'y avait pas de langage. Enfin, il y avait très peu de langage, disons. L'écrire en Lisp, c'était un peu bizarroïde. Et le seul langage qui permettait de communiquer avec la machine, c'était l'assembleur. En 70, d'abord, ils écrivent leur système, puis ils lui trouvent un nom. Ils l'ont appelé Unix en 70. Et en 71, ils se rendent compte que l'assembleur est un langage qui est charmant, mais pas très portable d'une machine à l'autre. Donc ils ont inventé un assembleur portable, un assembleur qui peut être porté d'une machine à l'autre, un assembleur d'un tout petit peu plus haut niveau, qu'on appelle le langage C, que vous avez le plaisir d'étudier, qu'on utilise toujours aujourd'hui pour écrire des systèmes. On utilise plutôt du C++ souvent, sauf Linux qui utilise du C. Désolé pour Linux. Et donc c'est quand même des gens qui ont été des pionniers de l'informatique. Alors pourquoi ce Unix est tellement génial? C'est qu'ils ont eu l'idée de faire du génie logiciel. Et le génie logiciel est une partie intégrante des développements des systèmes. Donc l'idée du génie logiciel, c'est qu'ils ont séparé ce qu'ils ont appelé le noyau du système. C'est un tout petit programme qui s'occupe de fournir un ensemble minimum de fonctionnalités. Ces fonctionnalités, c'est de gérer le matériel. OK, le processeur, la mémoire, le disque, les réseaux, tout ce qu'on veut. De gérer des processus, donc il est capable de démarrer un processus, de l'arrêter, de les faire communiquer. Il offre des primitives qui permettent de communiquer. Et puis, une interface d'accès au matériel. Ça, c'est un premier programme qui a été isolé. Cette idée de noyau a été isolée à ce moment-là. Et après, en plus, dans le système d'exploitation, on va avoir un ensemble de services et de programmes de base qui vous permettent d'utiliser de façon conviviale votre système d'exploitation, votre noyau, et surtout qui vous permettent d'avoir des petites boîtes indépendantes, des sortes de composants, c'est des programmes indépendants du système qu'on peut interchanger, qu'on peut faire évoluer, chacun comme on veut. Donc on a, alors on ne peut pas parler d'objets encore, mais on a cette idée de composition de petits objets, donc moi que je trouve assez fascinante. Donc ce qu'on appelle une interface conviviale à l'époque, hein, c'est Bash. Bash, c'est une révolution, c'est vachement mieux que la carte perforée. Alors je sais que quand vous arrivez en première année, vous pensez que Bash, c'est pas très convivial. À cette époque-là, Bash est une espèce de révolution vers le monde civilisé et l'humain. Hein. Vous avez déjà utilisé la carte perforée? Honnêtement, programmer avec une carte perforée, c'est pas commode. Bash, c'est génial, hein, à côté. Voilà. Alors c'est ça qu'on appelle un système d'exploitation aujourd'hui, ou une distribution. Ça va être cet ensemble, noyau, plus ensemble de services et programmes. Alors vous en connaissez plein. Donc comme noyau de système, vous connaissez évidemment Linux qui est utilisé partout. Vous connaissez tous Darwin, puisque c'est sur les macOS. Vous connaissez Windows NT, parce que c'est celui de Windows. Et derrière, vous avez des distributions. Donc par exemple, sur Linux, vous en avez deux importantes. Vous en avez plusieurs, mais vous avez toute la famille Debian, Ubuntu, etc. Puis de l'autre côté, vous avez Android, qui est une distribution Linux, basée sur le même noyau de système. Juste, les programmes utilitaires ne sont pas les mêmes autour. Enfin, il s'avère qu'il y a aussi CP, MV, les programmes de base et Bash. Donc une brève histoire des systèmes. Alors je voulais vous faire ce tableau-là en un quart d'heure. Donc je me suis bien rendu compte qu'il y avait un problème. Vous voyez le démarrage en 69 avec Unix et tout ce que ça a donné derrière. Ça a été foisonnant. Bon, évidemment, en un quart d'heure, je ne vais pas pouvoir vous décrire toutes les subtilités extraordinaires de tous ces systèmes, pourquoi ça a été séparé. Il y a des parties qui sont devenues libres, d'autres pas. On va avoir des exposés sur le libre. Et ce qui s'est réellement passé. Juste pour vous dire que les descendants d'Unix, il y en a deux classiques maintenant qui sont mainstream. On ne va pas parler des BSD qui sont utilisés beaucoup dans les routeurs. Vous avez macOS, qui est un descendant de Unix.
et vous avez Linux. Là-dessus, vous n'avez pas trouvé Windows, parce que ce n'est pas un descendant à proprement dit de Unix, mais les concepts de base de Windows sont les mêmes. Hein. Vous avez un noyau, alors c'est un micro-noyau, c'est un tout petit peu différent, et puis au-dessus de ce micro-noyau, vous avez des services qui vous permettent et puis des utilitaires de la même façon. Donc on a vraiment l'architecture et l'idée des processus apparaît dans ces années 70. Alors qu'est-ce que c'est les challenges aujourd'hui des systèmes? Faire un petit panel. Vous avez un challenge, un premier challenge. Le seul, celui qui est vraiment important, le reste est anecdotique. Le seul vrai challenge aujourd'hui des systèmes, c'est la sûreté. C'est de faire en sorte qu'un système soit sûr et sécurisé. Alors pourquoi? C'est parce que le système d'exploitation, c'est lui qui contrôle la machine, il contrôle les autres programmes. Donc c'est le maître à bord. Celui qui arrive à pirater le système, il a accès à tout. Il a accès au matériel, il a accès aux autres programmes, il a accès à vos données, il peut vous voler ce qu'il veut. Donc le système d'exploitation, c'est vraiment le lieu le plus important d'un point de vue sécurité aujourd'hui dans les ordinateurs. Alors, vous avez entendu parler sûrement de Spectre, c'était la petite attaque très légère qu'il y a eu en utilisant le prédicteur de branchement il y a quelques mois, qui a obligé tous les développeurs de systèmes à distribuer de nouvelles versions de leur noyau pour se protéger. Le système est celui qui vous protège. S'il le fait mal, n'importe quelle application JavaScript peut vous piquer avec Spectre l'ensemble de données qui se trouvent actuellement dans la mémoire de votre système, en particulier votre mot de passe, votre numéro de carte bancaire et tout ce genre de choses folkloriques qu'on n'a pas envie de perdre. Alors pourquoi c'est très dur de rendre un système sûr et sécurisé? C'est parce que son code est colossal. Un système, c'est 8 à 10 millions de lignes de code, par exemple, pour Linux. Je ne sais plus quels sont les chiffres exacts. Julia Laval vous les donnera. Le matériel aussi est complexe. Le matériel est horriblement complexe. L'attaque Spectre fait intervenir un petit composant qui se trouve à l'intérieur du processeur qui permet d'anticiper les branchements, les sauts, simplement, quand vous avez un if then else. Essayez de précharger le code sur la bonne branche entre le if et le zen. Le zen et le else, pardon. Et c'est un petit composant qui se trouve à l'intérieur du processeur, c'est quelque chose de très raffiné qu'on ne voit pas, personne ne le voit, et l'attaque a réussi à exploiter ça. Donc ça veut dire qu'il faut prendre en compte des choses infinitésimales au niveau architectural, matériel, pour se protéger. Et les systèmes doivent le faire, c'est à eux de le faire, c'est leur boulot. Deuxième challenge, plus anecdotique, c'est moins important que le premier, hein, j'insiste là-dessus, mais qui est quand même important, c'est qu'un système doit être rapide, il doit être performant. Alors pourquoi? C'est parce que fondamentalement, un système, c'est une bibliothèque qui vous offre des services communs. L'accès au disque, l'accès au réseau, l'accès à tout ce que aux autres processus. Et donc, on passe notre temps, quand on écrit des programmes, à interagir avec le système, à appeler des méthodes. Évidemment, s'il est lent, tous vos programmes sont lents. Donc ça veut dire que vous allez perdre de l'énergie, de l'électricité, de l'argent, du temps, etc. Donc c'est très important. Alors pourquoi c'est très difficile? C'est parce que les architectures aujourd'hui matérielles sont très complexes aussi. C'est la même raison qui explique pourquoi c'est dur à rendre sécure. Là, vous avez un petit bloc diagramme d'une machine de Supermicro, qui est un petit peu vieillotte, qui doit avoir 2-3 ans, où vous avez 2 sockets, vous avez plusieurs RAM, des bus PCI, vous en avez plusieurs, etc. Vous avez des architectures horriblement complexes à l'intérieur. Programmer ça et rendre ça rapide, c'est très difficile. C'est vraiment des challenges aujourd'hui ouverts et amusants. Troisième challenge des systèmes, c'est le challenge de départ. C'est le challenge de Multics. C'est d'être capable de faire des systèmes qui sont maintenables. Faire un système maintenable, c'est très dur, puisqu'un système, c'est plusieurs millions de lignes de code. Le noyau, je ne sais pas quel est le nombre de lignes de code de Debian, mais ça doit être de l'ordre de la folie, quoi. Et ça double tous les 2 ans, voilà. Et c'est très mauvais signe. Donc rendre ça maintenable, on est dans le génie logiciel le plus dur du monde. On est sur des programmes qui sont complexes, avec des algorithmes complexes, qui ont 30 ans, et qui sont colossaux. C'est très très dur de rendre ça maintenable. Pour vous donner une petite idée, une petite illustration de la difficulté, si vous prenez la spécification d'un processeur Intel, simplement juste la puce, je ne parle pas de la carte mère et tout ce qu'il y a autour, c'est plusieurs milliers de pages écrites dans un espèce d'anglais étrange, avec plein d'abréviations, extrêmement difficile à lire. C'est très dur de comprendre ça, c'est très dur de maintenir derrière. Alors c'est pour ça que je trouve que l'équipe Minette est formidable, parce qu'ils nous ont trouvé des talks qui adressent exactement ces 3 challenges. Et vraiment c'est génial, ça couvre très bien les grands challenges aujourd'hui des systèmes.
Donc, bon, voilà, quand même, je vais le dire, stacker ces challenges, c'est super chouette, hein, c'est mon métier, j'adore ça. Il y a de la recherche à faire, il y a du développement, il y a de l'ingénierie, il y a tout ce qu'il faut faire. C'est le monde magique pour moi des programmeurs. Les gens qui aiment le code devraient aimer faire des systèmes. Voilà, c'est la base. Et on va donc avoir 3 chouettes exposés. Un qui va s'intéresser à la sûreté des systèmes avec Coccinelle, présenté par Julia Laval, tout à l'heure, je crois en fin de journée. On va avoir un talk qui nous explique comment on rend un système d'exploitation plus rapide en utilisant de la mémoire et de la coloration de pages, enfin en coloriant les pages de la mémoire. Voilà. On va avoir 2 talks qui vont nous parler de maintenabilité. Un qui va simplement, c'est comment on fabrique la distribution de Debian. C'est très dur de faire une distribution. Et puis l'autre, ça va être comment on développe un OS, Defora OS. Voilà. Et c'est tout ce que j'ai à dire. 15 minutes, 18 secondes, je suis nickel. Merci.